présentons ici plusieurs témoignages relatant certains événements tragiques des Première et Seconde Guerres mondiales. Le scénario a été écrit avec les élèves du collège Blaise de Vigenère, l'équipe enseignante et les membres du collectif de vidéastes Bandivision. Moi, Daniel Pelletier, ce soir, avec vous, je veux me souvenir de tous ceux qui, hommes, femmes, enfants, ont souffert de la bêtise des hommes. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Beaucoup portaient les cheveux courts et la moustache. Beaucoup avaient les mains et la nuque parcheminées du laboureur, les doigts usés de l'ouvrier, les ongles cassés du tourneur ou du mécanicien. Il y avait des parfumeurs, des arpenteurs, des boulangers, des maîtres d'hôtel, des garçons de bureau, des clercs de notaire, des charcutiers, des instituteurs, des colporteurs, des rédacteurs, des vachers, des portefaix, des bergers. Il y eut soudainement des civils, des militaires de carrière, des conscrits, des réservistes, des artilleurs, des marins, des fantassins, des zouaves, des aviateurs, des sapeurs, des brancardiers, des agents de liaison, des télégraphistes, des sous-officiers, des sous-mariniers. Il y eut soudainement des poilus. Je suis Madeleine Aumaître, j'habite à Lirnol, nous sommes en 1974. J'ai 68 ans. Quand la guerre a éclaté en 1914, je n'en avais que 8. Aujourd'hui, 60 ans se sont écoulés depuis la Première Guerre et je me décide enfin à en parler. Voici quelques extraits de mes lettres de témoignage. Le 2 août 1914, jour où les gendarmes viennent annoncer à mon père la mobilisation générale. Ma mère, Marie, se dévoue elle aussi en participant aux quêtes au profit des blessés et prisonniers et en tricotant des chaussettes pour les soldats des tranchées. Quant à moi, je participe à cet élan de solidarité à l'école. On vend des insignes au profit des soldats, blessés, prisonniers, des victimes de la guerre. Dans les premiers mois de la guerre, les femmes et les enfants de Lirnol se réunissent pour prier tous les soirs. Lorsqu'un de mes oncles est tué lors d'un bombardement en Argonne en avril 1915, je porte alors le deuil comme ma mère. Je suis toute vêtue de noir. Je suis même coiffée d'un chapeau de crêpe de chine noire. Je suis Célestine Delora, femme d'un poilu, Félix Delora. J'habite à Escurolles.
Je suis mariée avec Félix depuis le 9 février 1907. Ensemble, nous avons 2 enfants, Germaine et Raymond. Mon mari a été mobilisé en août 1914. Il avait 33 ans, puis envoyé au front en mars 1915. Je lui envoie de nombreuses lettres pour lui expliquer le travail que j'effectue à la ferme et lui donner des nouvelles de notre famille, notamment de nos filles. En voici un extrait. Mon cher Félix, Mémène t'écrira encore un de ces jours. Elle a bien fait des progrès, mais je crois qu'elle est maintenant plus forte en lecture et en calcul qu'en orthographe. Je travaille à la ferme, accompagnée de son oncle Félix et de son père. Le début du mois de septembre est très sec. Malgré tout, nous avons réussi à battre seuls grâce à la machine venant de Saint-Rémy. Nous avons battu l'avoine, l'orge, les poirons, mais pas les fèves ni les haricots. Les blés sont bons et l'avoine très bon. Alors nous aurons encore de quoi vivre. Je suis Pierre Gué, j'ai 30 ans en 1914. Je suis agriculteur au domaine du Vieux-Chambord, à Tréteaux, et fais partie des fusiliers de Vingré. Voici la dernière lettre que j'envoie à ma femme avant mon exécution. Le 27 novembre, à 3h du soir, l'artillerie allemande s'est mise à bombarder les tranchées pendant 2 heures. La première section qui était à ma droite a évacué sa tranchée sans qu'on le sache. Vers 5h du soir, nous mangions la soupe en veillant devant nos créneaux, quand tout à coup, les Allemands viennent par la tranchée de la première section. On nous croise la baïonnette sur la poitrine en disant « Rendez-vous, haut les mains, on vous fusille !» Je me suis vu prisonnier, avec un autre de mon escouade. Je saisis un moment d'inattention pour m'échapper. Il y avait un pareil là en face de moi. Je me suis jeté en face, au risque de me faire tuer par les balles, et comme je n'ai plus vu de camarades, je suis descendu par la tranchée pour rejoindre ma section. Et nous sommes remontés pour réoccuper la tranchée. Le lendemain, tous les officiers et chefs des sections étaient bien à leur poste. Et nous, pour ne pas être restés prisonniers des Allemands, nous avons passé en conseil des guerres. Nous ne sommes pas plus coupables que les autres camarades de ma section. Nous avons passé au conseil de guerre le 5 décembre. Toute la demi-section, tous les autres ont été acquittés. Et nous avons été si condamnés qu'ils ne sont pas plus coupables que les autres. Mais si nous mourons pour les autres, nous serons vengés par Dieu attendant de nous revoir dans les cieux. Pardonne-moi bien de la peine que je vais te faire, ainsi qu'à mes pauvres parents. Je vais demander l'aumônier pour me confesser. On ne me le refusera pas, je suis innocent. Adieu, je ne sais plus quoi te mettre, moi qui avais tant de choses à te dire. Oh, pardonne-moi, encore une fois, ainsi qu'à mes chers parents. Je n'ai pas peur de la mort, puisque je suis innocent du fait qu'on me reproche. Par arrêté du 18 février 1921, la Cour de cassation nous réhabilite, moi et mes camarades. Moi, Daniel Pelletier, je suis né entre les 2 guerres. Mon père est mort en héros, et nous venons souvent sur sa tombe pour lui rendre hommage. Je pleure mon père, mais j'espère aussi, car on m'a promis que ça serait la der des der, et qu'on allait vivre des années de bonheur, des années folles. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Je suis Charlotte Delbault, née le 10 août 1913. Je suis une écrivaine française, femme de lettres.
Engagé dans la résistance intérieure française, j'ai vécu la déportation. Je vous livre ici mon témoignage, extrait de mon livre « Aucun de nous ne reviendra ». Rue de l'arrivée, rue du départ. Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle à l'arrivée et un café qui s'appelle au départ. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ceux qui en avaient ont emporté de l'or, parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher, parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés en enfer possible. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer, mais puisqu'ils y sont, ils s'arment, ils se sentent prêts à l'affronter, avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Je suis Eugène Laurent. J'ai été arrêté le 10 mars 1943 à l'âge de 21 ans à La Palisse où j'étais boulanger. Je m'étais fait faire une fausse carte d'identité. Mais la Gestapo m'a retrouvé car je ne voulais pas travailler pour les Allemands dans le cadre du STO. Je suis transféré à la Malcoiffée, à Moulins, puis à Compiègne. Le 27 juin 1943, je fais partie du convoi des 14 000 qui arrive à Buchenwald. Je suis rasé et revêtu de la tenue rayée et je découvre l'univers des bagnes nazis. Je résiste au froid, au coup, à la nourriture insuffisante et aux corvées de pierre. Le 7 juillet 1943, j'embarque dans un convoi formé à la gare de Weimar. Après 2 jours de train, j'arrive à Peenemünde, le centre d'essai et de fabrication d'armes secrètes, les fameux V2. Tous les jours, après 12 heures de travail, je dois effectuer 2 heures de travail supplémentaires sous le contrôle des capots et d'un garde SS. Je vole une cuillère qui me servait à tout, pour me raser, couper et manger. Durant la nuit du 17 au 18 août, le site est bombardé par l'aviation alliée et je suis transféré dans le camp de Dora, véritable galerie dortoir souterraine où l'on travaille nuit et jour. J'y suis resté 4 mois. Je vois mon ami Berthuet se faire assassiner à coups de pelle par un SS car il est accusé de sabotage. Lors de la débâcle, je suis très faible et ne pèse plus que 35 kilos. J'ai mangé cru la viande d'un cheval mort sur la route. Le 5 mai, je m'enfuis de la longue colonne de prisonniers car ceux qui ne suivent pas sont abattus. Je parviens à rejoindre un camp de prisonniers de guerre français qui est délivré par les Russes le 8 mai 1945. Bernard Bruno, dit Michel, 16 ans, étudiant de Ghana, fusillé des vignes le 24 juillet 1944. Le 24 juillet 1944, les Ghanatois découvraient aux vignes les corps martyrisés de 4 résistants FTP. Léopold Maupas, dit Marceau, 30 ans, ouvrier et chef du camp Dionné. André Cavard, dit Jules, 32 ans, ouvrier plâtrier de Ghana. Raymond Chambonnet, dit Bruno, 32 ans, coiffeur de Ghana. Et moi, Bernard Bruno, dit Michel, 16 ans, étudiant de Ghana. Que s'est-il passé? Le 23 juillet, les camps FTP, Dionné et Chauvet sont attaqués par les Allemands, ce qui conduit à la dispersion des effectifs.
Le soir, Maurice Barouin, André Cavard et un jeune FTP se présentent chez les parents Barouin, après avoir échappé aux barrages allemands. Je les rejoins un peu plus tard. Les amis et camarades sont mis dans la confidence et les réseaux s'activent. Nous allons nous cacher dans la cabane des vignes, appartenant aux Barouin, sur un coteau, derrière leur maison. Mais les différentes circulations entre le domicile des Barouin et la ville attirent l'attention. 2 miliciens de Vichy sont vraisemblablement prévenus. Accompagnés d'une femme, ils repèrent les maquisards, cachés, et alertent les Allemands. Vers 17h, des voitures et des camions allemands arrivent sur les lieux de leur cachette. Surpris et non armés, 4 FTP sont abattus sur place, devant Madame Chambonnet, qui les avait rejoints. Maurice Barouin, n'ayant pas été touché par les coups de feu, est arrêté tout comme son père et Madame Chambonnet. La maison des Barouin est pillée et incendiée. Maurice Barouin fera partie des derniers prisonniers à être évacués de la prison de la Malcoiffée de Moulins le 23 août 1944. Ici, radiodiffusion française. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever. Moi, Daniel Pelletier, je n'ai pas eu la chance de survivre à cette guerre fratricide. Après de nombreux actes de résistance, je suis arrêté par la Gestapo et déporté en Allemagne. Je serai finalement fusillé le 11 avril 1945, mort pour la France. Mais grâce à vous, mes amis, je suis encore vivant, et j'espère. J'espère parce que pendant cette guerre, j'ai vu ce qu'il y avait de pire, mais aussi ce qu'il y avait de meilleur en l'homme. La solidarité, l'amitié, la résistance, l'amour. Et oui, même l'amour. Je crois toujours en la réconciliation et en la collaboration entre les peuples d'Europe. C'est ça la seule, la vraie victoire.